Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre où aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble Messenger qui va vous permettre de gérer des tâches asynchrones au niveau de votre application Symfony. L'objectif étant d'alléger le temps de réponse pour certaines opérations qui peuvent être un petit peu longues. Donc lorsqu'on avait parlé des mails, on avait notamment un petit peu modifié ce fichier messenger.yaml qui permettait de configurer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière sur cette configuration. Par défaut, on avait plusieurs transports. En fait, les transports, c'est ce qui va permettre d'envoyer les messages vers votre système de file d'attente. Donc par défaut, on avait async et failed et on avait rajouté une partie synced. On voit que dans la partie async, on a un DSN qui permet d'indiquer comment vont être traités ces messages-là. Si on regarde notre variable d'environnement dans notre .env, par défaut, ça utilise doctrine, c'est-à-dire que nos messages que l'on souhaite envoyer à notre système vont être envoyés dans la base de données classique. En effet, si on revient au niveau de notre base de données, on avait une table qui s'appelait Messenger Messages. Et c'est cette table-là qui va accueillir les choses. Ensuite, on a d'autres options de configuration liées à chaque transport. Donc, par exemple, si jamais une tâche échoue, elle va être retentée 3 fois. Et si jamais ça ne marche pas, ça sera envoyé à une autre file d'attente qui est la file d'attente d'échec, la file d'attente failure. La seconde partie de la configuration, c'est le routing. Lorsqu'un message est envoyé, il peut être envoyé à un des transports en particulier. Pour notre vidéo, on avait modifié ça et on avait tout passé vers le transport synchrone. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en partie asynchrone. Donc, on remet async partout. Comme on le voit, la partie d'envoi d'email va être traitée maintenant par cette tâche asynchrone. Pour tester le comportement, on va revenir sur notre partie envoi d'email, notre formulaire de contact, et on va essayer de remplir des informations. Donc, on va faire John Doe. Voilà, on contacte la compta et ici, on met notre message. Je clique sur envoyer, bon c'est fait en JavaScript et j'ai pas forcément de retour visuel, mais le message a été envoyé. Sauf que cette fois-ci, il ne va pas partir directement dans MailPit. Il va partir dans cette table Messenger Messages. Si je regarde les données, on voit qu'on a une ligne. Donc on a au niveau du body un truc un peu particulier et après d'autres informations qui sont spécifiques ici à ce transport-là. Si j'édite, juste pour regarder, cette partie body, en fait, c'est un objet sérialisé qui va contenir différentes informations, dont notamment les informations qui concernent l'email que je souhaite envoyer. Si maintenant je souhaite traiter cette tâche-là, il va falloir utiliser une commande en console. Il faudra utiliser la commande php bin/console messenger .consume. Et vous pouvez préciser le transport à consommer. Moi, je vais lui dire transport le consomme asynchrone. Et pour cette partie un petit peu tutoriel, on va mettre un drapeau "-vv" pour avoir des informations de debug. Ça vous affiche quelque chose de beaucoup plus verbeux. Là, on voit qu'il reçoit le message parce qu'il est en train de lire notre base de données. Ensuite, il va traiter ce message grâce à un handler particulier, qui est le message handler ici. Et ensuite, notre email a bien été envoyé et on nous dit que ça a été fait avec succès. Si j'essaie de réenvoyer un nouveau message, donc je reviens ici sur ma partie contact et j'envoie un nouveau contact. Cette fois-ci, ça va être fait dynamiquement et automatiquement, je recevrai mes mails au niveau de MailPit. Donc ça fonctionne. Donc lorsque vous êtes en production, il faudra utiliser un superviseur pour par exemple faire en sorte de traiter les files d'attente en permanence. Donc vous avez un peu plus d'informations sur la documentation de Messenger dans la partie Consuming Messages. Et on vous explique notamment les particularités lors d'un déploiement en production. Si vous descendez un petit peu plus, vous avez même la configuration que vous pouvez mettre en place si vous utilisez Supervisor. Vous pouvez évidemment adapter en fonction de vos besoins. Mais par défaut, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent Messenger Consume que l'on a vu, sauf qu'ils précisent une limite de temps. Ça permet automatiquement au système de redémarrer au bout d'un certain temps et d'éviter de saturer la mémoire. L'avantage, c'est que lorsque vous envoyez votre email, du coup, vous ne bloquez pas l'utilisateur pendant qu'on essaie de contacter le serveur SMTP, c'est fait en tâche de fond. Alors c'est très bien pour cet envoi d'email, mais qu'est-ce qui se passe si nous, on veut faire nos propres traitements ? Alors prenons un exemple concret, on s'imagine que lorsqu'on édite une recette, on a envie qu'automatiquement ça génère un PDF. Donc la première étape, ça va être de générer un nouveau message. Donc je vais couper mon serveur Messenger et on va utiliser la commande make de .message. Cette commande, elle va vous demander automatiquement un nom pour votre message. Moi, je vais ici l'appeler receipt PDF message. On nous demande dans quel transport on souhaite associer les choses. Moi, je vais choisir le transport asynchrone et j'appuie sur Entrée. Automatiquement, il va créer deux fichiers et modifier notre fichier messenger.yaml. Le premier fichier qu'il va créer, c'est le fichier receipt PDF message. C'est une classe qui contient aucune information, donc c'est vraiment un objet de base qui va permettre de faire passer de l'information vers notre système de tâches asynchrone.
C'est cet objet notamment qui va être sérialisé dans notre base de données dans notre cas. Donc il faudra faire attention, dans cet objet, on ne sauvegardera que des données scalaires tant que possible. Par exemple, on ne va pas sauvegarder directement la recette, parce que la recette peut être amenée à changer, c'est une entité avec potentiellement beaucoup de champs. Mieux vaut sauvegarder l'idée. Et ensuite, c'est le système qui va traiter notre message, qui va se charger de récupérer la recette si c'est nécessaire. Donc à ce niveau-là, pour notre situation, je me dis que pour générer un PDF, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'idée de la recette. Donc je vais créer un constructeur, et dans ce constructeur, je vais avoir une propriété publique qui sera en read-only et qui sera un entier, qui sera l'idée de la recette. Ensuite, le second composant, c'est le handler. Donc il a le même nom que notre message, sauf qu'il s'appelle messageHandler. Donc l'objectif de cette classe, c'est de recevoir un message et de faire le traitement qui est nécessaire. Petite particularité, on voit qu'on a un attribut particulier qui a été mis par Symfony. Cet attribut va permettre au système de service de savoir que lorsqu'on a un message qui est envoyé, c'est ce handler qu'il va falloir utiliser. Ça permet de faire le raccordement. Donc à ce niveau-là, nous pour l'instant on ferait quelque chose de très simple, on ferait un file put contents et on mettrait du contenu vide dans le PDF. Le petit truc qui est embêtant, c'est que j'ai besoin de connaître l'URL du dossier PDF, enfin le chemin du dossier PDF. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser le système de service et d'injection. Donc je vais créer le constructeur et je vais lui dire, je vais avoir besoin d'une chaîne de caractères qui sera le chemin. Et ça sera une propriété privée en read-only. Je peux utiliser le service.yml pour lui expliquer comment on construit cet objet-là, ou directement utiliser un petit attribut, AutoWire, et je vais lui dire à ce niveau-là, il faut que tu injectes le paramètre projectDir. Et ensuite, on ira dans /public, et on s'imagine qu'on aura un dossier PDF avec un S. Dossier que je vais tout de suite créer dans le dossier public. Une fois qu'il est créé, maintenant dans le file put content, je peux lui dire commence par le chemin, ensuite on veut un slash, ensuite on veut l'idée, donc on peut récupérer dans notre message justement, et ensuite .pdf. Au niveau du contenu, pour l'instant on mettra un simple contenu vide. C'est juste pour tester au moins que ce système fonctionne correctement. Enfin, le troisième point, c'est que lorsque on a utilisé la commande make, il a modifié le fichier messenger.yml pour rajouter cette ligne-là. Donc dans la partie routing, ça permet de dire lorsque je vais envoyer ce message-là, il faudra le traiter avec ce transport-là. Et vous pouvez avoir plusieurs transports en fonction de la situation. Donc ça c'est très bien, mais il nous faut maintenant être capable d'envoyer ce message-là pour dire « Ah, il faut traiter cette tâche de manière asynchrone ». Donc on va aller dans le recipe controller de notre administration, et on va s'imaginer que dès qu'on édite un contenu, on demande la génération du PDF. Donc à ce niveau-là, je vais avoir besoin d'envoyer mon message. Donc au niveau des paramètres, je vais utiliser un nouveau service qui est le message bus interface. Et ce message bus, il provient du namespace Messenger. Donc ce message bus interface, il va avoir une méthode dispatch qui va permettre d'envoyer un message. Et là, je vais créer un new receipt PDF message et je vais lui passer l'idée de ma recette. En second paramètre, cette méthode dispatch, elle peut prendre un tableau qui contiendrait des stamps. En fait, vous pouvez accoler des sortes de cachets sur votre message et ces cachets peuvent être lus par les différents transports pour effectuer certaines opérations. Par exemple, il y a un cachet, un stamp, qui est le delay stamp, qui vous permet de dire n'exécute pas cette tâche de suite, mais exécute-la avec un délai. Donc ça va dépendre des transports, mais vous pouvez regarder l'ensemble des stamps qui sont disponibles et aussi utilisés en interne en regardant dans ce namespace-là. Donc il y en a beaucoup qui sont utilisés vraiment en interne et que vous n'avez pas forcément vocation à utiliser vous, mais par exemple il y a le retry stamp qui permet de dire ça doit être redémarré, il y a le sent to failure pour dire ah ben ça c'est quelque chose qui si ça échoue doit être envoyé vers les échecs et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais voilà, nous par défaut ici, on ne va pas s'embêter avec les cachets, on va simplement créer notre message. Donc je vais maintenant au niveau de ma console redémarrer Messenger, donc je vais lui demander de consommer la partie asynchrone. Donc pensez que lorsque vous faites des changements de code, il faudra redémarrer le Messenger, parce que le Messenger là il est lancé à un instant T avec l'état de notre code à un instant T. Si vous modifiez une classe PHP, il faudra relancer le Messenger pour qu'il soit au courant du changement. Ok, donc là on est bon. Hop, on va maintenant modifier notre recette des pâtes au pesto et on clique sur envoyer. Automatiquement notre message va partir en base de données. Hop, et il va être traité.
Donc là, on voit que c'est vide parce que ça a été traité quasi instantanément. Si je regarde au niveau de mon terminal, ça a bien été traité et ça a utilisé ce handler. Si jamais il y a un échec, si par exemple on a un problème, donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de notre handler, on va directement renvoyer une erreur. On va faire un throw new error et on va mettre error. Voilà, on s'imagine qu'on a un problème. Je redémarre mon système de file d'attente et je vais essayer de remodifier ma recette pour redéclencher l'envoi de ce message-là. Je clique sur envoyer. Dans ce cas-là, il va essayer de le faire une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis il va échouer. Si maintenant je reviens au niveau de mes messages, on voit que j'ai ma tâche ici, mais elle est dans une file d'attente qui est différente, qui est la file d'attente d'échec. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Si vous voulez voir en ligne de commande les commandes justement qui ont échoué, vous pouvez faire un bin console messenger.failed .show. Et dans ce cas-là, ça vous explique, voilà ce qui a planté, c'est ce message-là, et voilà l'erreur que j'ai eue. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Vous pouvez par exemple lui dire, il faut que tu fasses un retry. Dans ce cas-là, vous allez avoir une interface qui va vous demander ce que vous voulez faire pour chaque tâche. La première, il me dit, soit je peux essayer de la réessayer. C'est intéressant si vous avez corrigé le bug, soit je la supprime, et dans ce cas-là, elle est supprimée. Et vous pouvez comme ça gérer cette file d'attente. Alors on va revenir sur notre système, on va supprimer ça, mais c'est tout ce que l'on a à savoir sur la partie Messenger. Ce que je vous propose, c'est d'aller un tout petit peu plus loin et d'essayer de faire la génération de PDF. Pour le coup, moi je vais utiliser Gutenberg. Donc Gutenberg, c'est un outil qui est disponible sous forme d'image Docker et qui fournit une API qui permet de générer des PDF. Si je me rends sur la documentation, si je veux générer un PDF, il faut que j'appelle mon serveur Gutenberg et que je lui passe l'URL à charger. Donc pour mes recettes de cuisine, je me suis créé une page qui permet, donc là je crois que c'est la recette 83, qui permet de voir ces recettes-là. Donc c'est cette page-là que je vais imprimer grâce à Gutenberg. Donc pour exécuter une commande depuis Symfony, on a un composant que l'on peut utiliser qui est le composant process. Donc je reviens tout en haut, je vais lancer une recherche process. Donc là il me scrolle tout en bas de la page, mais son utilisation est assez simple. On fait un new process, on lui donne la commande à exécuter, on exécute cette commande, et ensuite on peut vérifier si on a une réussite ou non, et on peut récupérer l'output si c'est nécessaire. Donc moi j'ai déjà lancé ce serveur Gutenberg. Si je fais localhost 2.3000/elf, on voit bien que ça répond. Donc il ne me reste plus qu'à modifier le code du invoke ici. Donc je vais créer un nouveau process. Donc on va faire process égale new process. Donc attention à importer celui du bon namespace. On va lui donner un tableau. Je vais lui demander de faire un curl. Ensuite on va rajouter request pour donner des informations sur la requête. Ça sera une requête de type post. Et je vais donner l'URL de mon serveur Gutenberg. Donc localhost 2.3000/forms/chromium/convert/URL. Ensuite, on va donner les informations grâce au drapeau form et on va lui donner l'URL à contacter. Alors là, on va être un petit peu embêté parce qu'il va falloir générer cette URL. Mais on va continuer. Ensuite, on va rajouter le drapeau "-o" et on va devoir lui indiquer où est-ce qu'il doit sauvegarder le PDF. Là, l'avantage, c'est que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est ce chemin-là. Donc, il nous faut générer cette URL-là. Donc, au niveau du constructeur, en plus de cette propriété-là, je vais récupérer l'URL Generator Interface. Donc, je vais avoir une propriété en read-only qui sera l'URL Generator Interface qui sera automatiquement injectée. On va appeler ça URL Generator. Et à ce niveau-là, je pourrais faire un URL Generator et lui demander de générer l'URL qui s'appelle receipts.show. Je lui passe l'ID de ma recette, donc ça je peux le récupérer directement depuis mon message. Et en troisième paramètre de cette méthode generate, on peut lui passer un entier qui représente ce que l'on veut. Donc moi je veux l'URL absolue, parce que c'est ce qui permettra à Gutenberg de résoudre notre page. Donc ici, je lui passe, donc c'est sur le URL Generator Interface, la constante absolute URL. Maintenant, je vais pouvoir exécuter ce processus-là. Donc, je vais faire un process run et lui dire si ce processus-là est en échec, donc il n'est pas successful, dans ce cas-là, je throw une nouvelle erreur et on a une erreur adaptée pour les process qui est l'erreur process failed exception. Et je lui passe le processus en question. Dans le cas contraire, je ne fais rien, donc cette fonction invoke sera une fonction qui ne retournera rien. Voilà, donc là, j'ai fait mon traitement supplémentaire. Ce qu'on pourrait faire, c'est rendre cette URL-là dynamique pour pouvoir adapter en fonction de notre environnement.
On fera ça juste après. Pour l'instant, on va déjà tester que ça fonctionne. Donc je vais relancer mon système de consommateur des tâches asynchrones. Ensuite, je vais revenir sur ma page et je vais venir éditer la recette des pâtes au pesto. Je vais modifier un petit contenu. On va imaginer qu'on change le i à ce niveau-là. Je vais peut-être, au niveau de mon dossier public, supprimer le dossier PDF, enfin simplement le fichier. Je vais réenvoyer ma nouvelle recette. Donc ma tâche asynchrone va être traitée. Donc on voit que ça a été traité avec succès. Et j'ai maintenant dans mon dossier PDF le dossier qui correspond. Si je l'ouvre, je vois bien que j'ai ma recette au format PDF. Et voilà comment je peux gérer ce genre de tâches de manière asynchrone. Maintenant, le problème, c'est que dans notre cas, on a ici mis cette URL en dur, mais si on souhaite passer en production, ça serait bien de pouvoir changer l'URL du service Gutenberg à utiliser. Donc pour cela, on va créer une nouvelle variable d'environnement que l'on va mettre dans notre .env, en dessous de tout le reste, et on va l'appeler Gutenberg _endpoint. Et ici, on lui dira que par défaut, ça sera http localhost de .3000. Ensuite, on va modifier notre fichier services.yml pour créer un nouveau paramètre. Et on va appeler ce paramètre Gutenberg _endpoint. Et on va lui dire ici d'utiliser une variable d'environnement et on a accès à notre variable d'environnement ici. Vous avez des traitements que vous pouvez faire sur les variables d'environnement grâce à cette syntaxe-là. Vous pouvez par exemple lui dire, là, il faut avoir un entier. Là, je veux une chaîne de caractères. Là, je veux une valeur par défaut. Donc ça peut être intéressant d'utiliser cette partie-là. Maintenant que j'ai ce paramètre ici, je vais pouvoir l'utiliser au niveau de mon injection. Donc dans ma partie handler, je vais avoir une nouvelle propriété privée qui sera en read-only, qui sera une chaîne de caractères et qui sera Gutenberg endpoint. Et je vais utiliser l'auto-wiring à ce niveau-là. Et dans l'auto-wiring, je vais pouvoir utiliser mon paramètre. Et maintenant, je peux utiliser cette propriété ici. Et j'ai quelque chose de dynamique. C'est-à-dire qu'en production, je pourrais changer la variable d'environnement pour changer le point d'entrée qui sera utilisé par Gutenberg. Et là, on va plutôt utiliser sprintf. Je trouve que c'est un petit peu mieux au niveau de la syntaxe. Pareil ici. Donc je vais supprimer mon fichier PDF que j'ai généré. Je vais couper Messenger et le relancer pour qu'il prenne en compte mes différentes configurations. Et je vais venir remodifier ma recette de pâte au pesto. Et on va voir si mon PDF est généré à nouveau. Je clique sur Envoyer. Je regarde au niveau de ma console. Le message a été traité avec succès. Et si je regarde au niveau de mon dossier PDF, alors mon éditeur est un petit peu lent. Il met toujours du temps à trouver les nouveaux fichiers. Mais on a bien notre fichier 83.pdf. Et là, ça fonctionne bien, on a quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Et on a terminé avec cette petite présentation de Messenger. Donc ce que vous devez retenir, c'est que Messenger fonctionne avec deux composants, une partie message qui permet d'indiquer ce que l'on va envoyer à notre file d'attente, et une partie handler qui permet de faire correspondre à un message un traitement particulier. Et ensuite, on peut utiliser le fichier de configuration pour utiliser différents transports et envoyer les messages vers un transport en particulier. Par défaut, c'est configuré sur Doctrine, mais si vous regardez votre fichier d'environnement .env, vous pouvez aussi utiliser Redis ou AMQP, des choses qui sont un petit peu plus adaptées au traitement de file d'attente. On fera bien attention à faire en sorte que nos messages soient sérialisables, sinon ça peut mener à des problèmes. Donc ne sauvegardez pas une entité dedans, préférez plutôt sauvegarder un ID, et vous utiliserez le handler pour ensuite récupérer les informations si c'est nécessaire. Autre petit point, pour la mise en production, on fera attention à bien redémarrer Messenger à chaque fois qu'il y a des changements au niveau du code et on pourra utiliser des solutions comme Supervisor pour automatiser la relance en cas de problème et voilà. Enfin, dernier petit point, si jamais vous voulez voir la liste des choses qui ont échoué, vous avez les commandes failed qui vous permet de regarder ce qui s'est passé, de pouvoir les lister et de pouvoir les réessayer si jamais il y a des problèmes. Et enfin, comme d'habitude, si vous avez besoin de plus d'informations sur ce système de composants de file d'attente, n'hésitez pas à regarder la documentation. Moi, j'ai fait que survoler ici le principe général, mais il y a quelques petites notions un petit peu avancées que vous pouvez regarder. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre un petit peu ce système-là, et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.